Natacha Polony, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Donc, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Je m'appelle Natacha Polony. Que dire? Je suis née en 1975 à Paris. Je suis une Parisienne, c'est-à-dire très française, parce que j'ai grandi dans l'abstraction de ce qu'était la République française et j'ai appris ensuite, peut-être un peu trop tardivement d'ailleurs, à aimer la France dans sa dimension corporelle, dans sa dimension géographique. Mais voilà, on peut résumer mon histoire à peu près comme ça. Aujourd'hui, journaliste, comment vous qualifiez? Oui, journaliste d'abord, ensuite je dirais essayiste dans la mesure où j'écris des essais, certainement pas écrivain, dans la mesure où je n'ai pas encore eu le courage de me confronter à la littérature. Et c'est parce que ça nécessite beaucoup de courage. Donc je suis toujours très agacée des gens qui appellent écrivain le moindre écrivant. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai commencé ces entretiens vidéo en novembre 2013 et on m'a beaucoup reproché de ne pas inviter assez de femmes. Vous êtes la deuxième aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce type de reproche ou est-ce que, et plus généralement, que pensez-vous de la parité un peu obsessionnelle aujourd'hui? Alors, première question, qui était la première femme? Elisabeth Lévy. D'accord, bon, c'est assez rassurant. Non, je ne suis pas du tout une obsessionnelle de la parité. J'ai écrit moi-même un livre qui s'appelait L'homme et l'avenir de la femme, l'homme avec un grand H. C'est-à-dire l'idée que c'est par une redéfinition de l'humanisme qu'on va penser le féminisme. C'est-à-dire que nous sommes avant tout des êtres humains. Donc dans l'espace public, nous sommes là en tant que citoyens et je ne suis pas là à parler en tant que femme. Évidemment, dans l'espace privé, dans les rapports entre êtres humains, je suis une femme et cela joue bien sûr dans ma façon de me positionner, dans ma façon d'apparaître aux autres. Mais je suis pour la distinction entre espace privé et espace public parce que c'est le fondement même de la démocratie. Que le drame aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'effacer ces barrières. Pour autant, évidemment qu'il faut avoir attention au fait que les femmes aujourd'hui ne sont pas ce qu'elles étaient dans les siècles passés, qu'elles ont aujourd'hui une action dans le monde et que mon souci à moi est que l'on pense une véritable éducation des filles. C'est-à-dire surtout pas dans la revanche, surtout pas dans l'idée on va compter des quotas parce qu'il n'y a rien de plus humiliant pour une femme que d'être là parce qu'elle est un quota. En revanche, il est fondamental d'éduquer les filles dans une nécessaire ambition. Et avant tout ambition intellectuelle, ce qui n'est pas fait. On a cru que la mixité avait suffi pour régler tous les problèmes, ce n'est pas vrai. Donc, apprendre aux filles, vous savez, l'éducation des filles, elle a été pensée énormément au XVIIIe siècle. Et puis, on a totalement abandonné ça. Mais si vous relisez Les Liaisons dangereuses, c'est un roman éminemment féministe et qui réfléchit à ce que deviennent les femmes quand elles ne sont pas éduquées ou quand on leur interdit d'être ce qu'elles peuvent être. Donc, je crois que éduquer les filles, Elisabeth Badinter a des mots extraordinaires là-dessus. Éduquer les filles dans l'ambition, elle est la première à l'avoir défendue et elle m'a raconté son effondrement quand elle a publié un livre sur Émilie du Châtelet. Alors, elle a publié le livre qu'on connaît, la biographie d'Émilie du Châtelet, et puis elle a publié un livre à destination des petites filles de 8 ans sur la vie d'Émilie du Châtelet, donc grande scientifique, et elle a été effondrée de voir que des jeunes femmes sont venues lui dire « Je ne peux pas faire lire ce livre à ma fille, ce n'est pas possible. Cette femme a quand même eu beaucoup d'amants. » Et là, tout à coup, on découvrait l'espèce d'enfermement. Donc voilà, je pense que la question n'est pas de compter le nombre de femmes qui apparaissent dans l'espace public. La question, c'est d'éduquer les filles dans autre chose que la société de consommation. Leur apprendre qu'il y a d'autres modèles que Britney Spears, Kate Moss et tout ce qu'on leur donne à la télévision. Voilà. Ça, c'est fondamental. Après, l'apparition médiatique, politique, elle se fera naturellement. Voilà. Vous faites une classe préparatoire, si j'ai bien suivi un peu votre parcours à Louis-le-Grand. Vous êtes passionné par la poésie contemporaine, vous êtes agrégé de lettres modernes, vous réussissez Sciences Po. Dans toutes ces formations, finalement, quelle est celle qui a été la plus riche pour vous? Alors, je vais vous dire, ce sont mes années de Cagnes à Jules Ferry, pas à Louis-le-Grand. J'ai commencé, parce que j'ai quand même fait 3 Cagnes, attention. Bon. Donc j'ai commencé par des prépas littéraires au lycée Jules Ferry, où là j'ai rencontré des professeurs extraordinaires,
qui m'ont appris ce que c'était que l'amour de la littérature et qui m'ont appris qu'un livre pouvait changer une vie. Bon, j'avais sans doute déjà un potentiel pour ça. Dans mes plus lointains souvenirs, le jour où j'ai lu Le Petit Prince, toute petite fille, je me suis dit je veux être écrivain. Ensuite, j'ai eu un professeur de français en 6e qui était un homme absolument exceptionnel, qui avait une façon, mais à nul autre pareil, de raconter ne serait-ce que les contes de Perrault. Et c'était un moment incroyable. Et en fait, on a comme ça quelques professeurs dans une vie qui vous ouvrent à autre chose. La suivante a été un professeur de lettres au lycée Jules Ferry qui était capable de passer 4 heures sur l'explication d'un vers de Mallarmé ou de Racine. Et c'était tout à coup la découverte mais d'un monde absolument incroyable, de la beauté de l'existence. Et ensuite, j'ai continué dans cette voie, c'est-à-dire que je me suis spécialisée en poésie contemporaine parce que je voulais voir ce que c'était que l'écriture, c'est-à-dire cette capacité qu'on peut avoir à rendre par les mots le fait que nous sommes ici et maintenant en train de vivre. Et est-ce que ces mots ont la puissance suffisante pour rendre cette sensation extraordinaire? Donc j'ai toujours eu l'attention portée sur la vie, l'ici et le maintenant. Parce qu'il y a dans la poésie deux pans. Il y a ce côté, cette tentative de rendre l'éphémère par les mots, c'est ce qu'on trouve chez Ronsard, c'est ce qu'on trouve chez Baudelaire, c'est ce qu'on trouve chez Yves Bonnefoy. Et puis il y a au contraire toute une tendance de la poésie, mais que j'aime aussi, qui est au contraire dans l'idée que le monde est corruptible, il se détruit, il meurt, c'est insupportable. Et pour répondre à cela, on va se réfugier dans les idées, dans l'intemporel. C'est par exemple la poésie de Mallarmé, qui est d'une beauté totalement à la fois glacée et magnifique. Et donc je me suis passionnée pour ça, mais avec cette idée que finalement, c'est parce que nous sommes des exilés sur la terre, parce que nous ne trouvons pas le sens de notre existence, que nous allons le chercher dans la poésie. Et la poésie devient d'autant plus douloureuse qu'il n'y a plus Dieu pour garantir justement ce lien entre le langage et le monde. C'est tout le drame de la poésie au XXe siècle. Et donc, voilà, j'ai essayé de travailler énormément là-dessus. Et en même temps, j'étais tiraillée par autre chose, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté, cette réflexion qui moi me passionnait, et je voyais bien que ça me passionnait moi, ça passionnait à peu près 10 personnes dans le monde, mais bon, bref. Et à côté de ça, j'avais besoin de me sentir utile. Et c'est pour ça que je suis allée passer l'agrégation. J'ai passé Sciences Po en me disant je suis pas sûre d'avoir l'agrégation, je passe Sciences Po avec, parce que de toute façon je ne ferai pas prof toute ma vie, j'ai envie de voir ce que c'est, mais je ferai du journalisme après, voilà. Et donc j'ai passé les deux, je suis allée enseigner en tant que prof et en banlieue, et j'ai demandé à être là, je tiens à le dire, parce que c'est dramatique quand on se retrouve face à des jeunes à Épinay-sur-Seine qui vous disent mais de toute façon nous c'est nul, là où on est c'est pourri, d'ailleurs vous voulez pas venir, vous êtes là parce que vous avez été obligés. C'est la première chose que vous disent ces élèves, c'est-à-dire qu'ils ont une dévalorisation totale d'eux-mêmes et du coup une dévalorisation du professeur et de sa parole. Et moi je trouvais essentiel de pouvoir leur dire j'ai demandé dans ce lycée à venir auprès de vous. Enfin voilà. Et après, donc, j'ai poursuivi mon parcours, mais bon, c'était... Vous êtes qualifié de spécialiste de l'éducation et des questions sociétales. Il y avait déjà une erreur sur Louis le Grand, donc j'aimais cette indépendance. Non, mais j'ai fait une cagne à Louis le Grand après. C'est exact. C'est exact. Mais j'ai commencé par Jules Ferry, et je tenais à dire que c'était à Jules Ferry que les professeurs étaient les plus exceptionnels. À Louis le Grand, ils étaient très bien, mais on bénéficiait de, comment dire, cet entre-soi du 5e arrondissement qui fait qu'on est tout proche de Normal Sup et que on peut bénéficier de la proximité du savoir. Et voilà, il y a des choses merveilleuses ailleurs et il y a des professeurs absolument immenses ailleurs. C'est tout ce que je voulais dire. Vous enseignez donc à peu près 1 an à Épinay-sur-Seine et si j'ai bien appréhendé votre parcours, vous décidez de quitter l'éducation nationale parce que vous êtes en opposition absolue avec l'enseignement qu'on pratique. Est-ce que vous pourriez nous résumer vos motifs d'opposition et est-ce que, au fond, vous avez changé de position aujourd'hui ou est-ce que votre combat est le même? Mon combat est toujours le même et plus que jamais. Quand je suis arrivée comme jeune professeure à Épinay-sur-Seine, donc comme je l'ai dit, j'ai demandé à être là. Dans mon souvenir d'ailleurs, il y avait des débats sur les banlieues, sur la difficulté de l'école, mais
Je n'étais pas particulièrement au fait de ça. J'avais passé des années dans les limbes de la poésie, etc. Mais j'avais quand même l'idée que j'avais la chance, moi, d'être dans une famille où on n'avait pas beaucoup d'argent, mais où on m'avait expliqué que le plus important, c'était les livres. J'avais une mère pour qui lire était la chose la plus essentielle au monde. C'est-à-dire qu'on aurait pu se priver d'absolument tout, mais jamais de livres. Et je me suis dit que je devais aller rendre ça. Et donc, il était évident pour moi qu'il fallait tout simplement jouer son rôle de hussard noir de la République et aller dans une banlieue. Voilà. Je vais vous dire l'anecdote. Mon grand-père connaissait très bien quelqu'un de très haut placé auprès du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Claude Allègre. Et donc, j'ai reçu un coup de téléphone pendant l'été me disant « Vous avez été affecté à Épinay-sur-Seine. Nous voudrions savoir si cette affectation vous convient. » J'ai dit « Oui, bien sûr. C'est moi qui l'ai demandé. Oui. » Mon grand-père m'a pas parlé pendant 1 an, il était outré. Mais bon, voilà. Pour vous dire, j'y suis allée parce que je pensais que c'était important. Non, je dis ça parce que après, c'est vrai que j'ai démissionné au bout d'1 an, mais j'ai continué à enseigner derrière. Et bon, certains veulent à tout prix voir dans cette démission une désertion. C'est possible, mais je l'assume. Parce que je suis arrivée là avec l'idée que c'était pas parce que ces jeunes gens venaient d'absolument partout, parce qu'ils n'avaient pas le capital culturel que moi j'avais pu avoir, que leur héritage n'était pas Victor Hugo, Ronsard, etc. Et donc j'y suis allée comme ça. Alors au début, évidemment, le choc culturel a été un peu violent. Je vous laisse imaginer ce que c'est qu'une jeune prof arrivant et faisant étudier, comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, à des élèves de seconde d'Épinay-sur-Seine. Et puis, évidemment, j'ai compris comment il fallait fonctionner, c'est-à-dire en gardant cet objectif, ne jamais réduire sur les exigences, mais en adaptant la façon de transmettre. Vous voyez, c'est pour ça que quand j'entends aujourd'hui des gens qui me disent « Mais vous êtes pour les cours magistraux, les trucs comme ça », les cours magistraux, ça n'existe pas, personne n'en fait. Et moi, j'ai adapté, j'ai fait étudier à mes élèves les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, alors que les professeurs de mon lycée me disaient « Ah mais non, mais il faut faire un roman du 19e siècle, mais il faut faire l'Assommoir, c'est plus proche de leur réalité. » C'est-à-dire ces mômes, ils vivent dans des bars, dans des endroits absolument sordides parfois, ils ont des difficultés et on leur dit on va vous faire étudier un livre sur le déterminisme social et l'alcoolisme. Enfin, c'est inimaginable. Donc moi je me suis dit il faut les dépayser. Le rôle de l'école, c'est de les dépayser, c'est de leur apprendre autre chose. Donc j'ai choisi ce livre qui pour moi est un des plus beaux au monde, Les Travailleurs de la mer, et ça a marché, parce que évidemment j'étais drastique, je vérifiais s'ils avaient bien lu, on y est allé tout petit à petit, 10 pages par 10 pages, je faisais des questionnaires pour vérifier qu'ils avaient bien lu, qu'ils avaient bien compris, et ensuite, les dernières pages, les 2 derniers chapitres, je les ai lus directement en classe, pendant 2 heures. Il y avait un silence de mort, ils écoutaient tous, et à la fin, quand j'ai eu fini, parce que les Travailleurs de la mer, la fin est absolument extraordinaire. Et là, il y a eu un silence. Bon, tout à coup, il y en a un qui m'a dit « Mais madame, c'est un crevard, il pouvait l'avoir, la fille. » Mais ils trouvaient ça beau. Et ils étaient fiers d'avoir étudié un livre qu'on n'étudie même pas dans les lycées parisiens. Ils étaient extrêmement fiers et j'ai retenu ça. L'exigence, c'est une preuve de respect. J'étais pas forcément la meilleure des profs. Je manquais d'expérience, je serais bien meilleure aujourd'hui. Mais j'avais un profond respect pour ces jeunes. Alors j'ai démissionné parce qu'on était en 99-2000. C'était l'année où Claude Allègre était ministre de l'Éducation nationale et où il expliquait, j'ai encore en mémoire cette interview du mois de novembre 1999 dans François, où il expliquait que finalement enseigner l'écriture de lettres de motivation en première, c'était plus intéressant que de faire de la littérature, c'était plus nécessaire. Et où il expliquait en histoire, on est dans une époque mondialisée, donc on va faire de l'histoire mondialisée. Et là, je cite texto, on ne rentrera pas dans les détails, bien sûr, on se contentera de quelques flashs. Voilà. C'était ça, la vision que ce ministre de l'Éducation nationale, encensé par tous les médias, avait pour les jeunes français. C'est le premier, bien avant Nicolas Sarkozy, à avoir expliqué que la princesse de Clèves, ça ne servait à rien, et que s'il y avait des lycées dans lesquels on enseignait Astérix plutôt que la princesse de Clèves, eh ben c'était formidable et qu'il trouvait ça très bien. Ça veut dire qu'il ne sait même pas qu'Astérix est bourré de références historiques et que les jeunes d'aujourd'hui sont incapables de comprendre ces références. Voilà. Lorsque vous parliez tout à l'heure de votre goût de l'utilité, est-ce que c'est ce goût de l'utilité qui vous a conduit à devenir secrétaire national du mouvement des citoyens
qui vous a conduit vers la politique. Mais bien sûr, parce qu'en fait, quand j'ai démissionné de l'Éducation nationale, parce que Claude Allègre a été balayé par les manifestations, moi je me souviens, ce qui m'a sauvée, d'ailleurs je voudrais remercier ce professeur du lycée Jacques Fédère d'Épinay-sur-Seine où j'étais jeune stagiaire, qui un jour a posé sur la table de la salle des profs un livre qui était paru cette année-là, 1999. Ça s'appelait « L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes » de Jean-Claude Michéa. C'est lui qui m'a fait lire ça, et tout à coup, j'ai trouvé des mots qui collaient avec la réalité de ce que je vivais. Eh bien, c'est pour ça que j'ai démissionné, parce que Jack Lang a fait passer toutes les réformes de Claude Allègre, juste en expliquant au professeur, vous êtes formidable, on vous donne quelques moyens, et puis hop, ça y est, basta. Et donc, j'ai démissionné avec une culpabilité profonde. Oui, j'avais l'impression que je désertais. En même temps, ce qui était en train de se faire n'était pas ma conception de l'éducation. Et puis bon, j'avais passé Sciences Po en même temps que l'agrégation. L'Académie de Créteil, à cette époque-là, avait gelé les demandes de disponibilité. On n'avait pas le droit de se mettre en disponibilité pour aller faire des études, parce qu'ils expliquaient qu'ils étaient déficitaires en prof. Donc j'étais un peu énervée, j'ai écrit une belle lettre, j'ai dit « Vous avez baissé le nombre de postes au CAPES et à la grecque de 30% en 3 ans, et vous m'expliquez que vous êtes déficitaire en prof, vous vous foutez de moi, je démissionne. » Je le regrette. J'aurais voulu pouvoir continuer à faire de l'enseignement et d'autres choses à côté. Mais le système tel qu'il est fait aujourd'hui ne veut pas ça. Le système est fait pour enfermer les gens. Or, je crois que c'est une erreur absolue. Il faut au contraire des professeurs qui soient ouverts sur d'autres choses, qui aient des possibilités de respirer, parce que c'est très très dur d'abord d'être prof. Je mets au défi quiconque d'y aller. Quand j'entends des propos sur l'absentéisme des profs, mais allez-y faire des cours. Vous verrez, 1 heure de cours, on en sort absolument lessivé. Et il faut 5 heures pour préparer 1 heure de cours. Voilà. Donc, j'ai un respect infini pour les gens qui font ça. Après, la question est de savoir comment ils le font, selon quelle méthode, on peut tout critiquer, mais au moins ils le font. Donc j'ai démissionné avec l'impression que je ne voulais pas déserter, que je ne voulais pas renoncer. Et donc très naïvement, je me suis dit, très honnêtement, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, je vais devenir ministre de l'Éducation nationale. Et donc j'ai regardé les programmes des partis politiques sur l'éducation notamment, et j'ai trouvé Jean-Pierre Chevènement, Mouvement des citoyens, et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je pense. Voilà, quelqu'un qui a une conception républicaine de l'école, de la transmission, qui estime que la transmission des savoirs est ce que la puissance publique doit au peuple, parce que nous avons besoin d'individus émancipés, libres, pour accomplir leur rôle de citoyen. Je crois à ça, j'ai pris ma carte au Mouvement des citoyens. Il se trouve que c'était l'année des congrès départementaux, nationaux, etc. Ils avaient besoin de jeunes, ils avaient besoin de femmes. Je me suis retrouvée très rapidement membre du bureau du pôle républicain pendant la campagne présidentielle de Jean-Pierre Chevènement. Voilà. Vous êtes resté combien de temps? J'ai dû prendre ma carte en octobre 2000 et je suis allée jusqu'à faire la campagne législative de 2002. J'ai été candidate dans le 13e arrondissement de Paris. Une expérience passionnante ou pas? Fabuleuse, parce qu'en plus c'était juste après le 21 avril. Donc il y avait quelque chose, mais une espèce de déflagration comme ça qui était passée par là et qui faisait que les gens avaient besoin de s'exprimer. Moi, je n'avais aucune expérience, autant vous dire que quelqu'un qui venait me voir pour me raconter ses malheurs, et tous ces gens venaient pour déverser leurs malheurs, ils avaient besoin de parler, j'étais incapable de les couper, je voyais les autres sur les marchés, j'étais dans la circonscription de Jean-Marie Le Guen, qui est un peu rompu à l'exercice. Et je voyais comme ça à quel point il y avait un art de dire « mais oui, je vous ai compris » au bout de 5 minutes, et hop, on évacuait les personnes. Moi, je ne savais pas faire. Donc pendant 1 heure, les gens me racontaient leur vie. Et c'était du désespoir, de la colère, une espèce de frustration terrible. Et tout ça, je l'ai reçu, j'ai écouté, et ces gens terminaient en général en disant « j'ai voté Front National et je recommencerai. » Voilà. Parce que je veux que ça explose, je n'en peux plus. Ça m'a profondément marquée parce que j'ai ressenti surtout leur impression de n'avoir jamais été écoutés. Et moi, j'avais vécu toute la campagne présidentielle, du côté de Chevènement donc, c'est-à-dire avec quelqu'un, et c'était mes convictions aussi, qui parlait de la patrie, qui parlait de la nation, qui parlait de la République, de la souveraineté, qui est pour moi la chose la plus importante. Ça veut dire quoi, la souveraineté? Ça veut dire que le fondement de la République, c'est que le peuple se réunit pour décider de son destin en commun. Et que ça nécessite des individus émancipés, c'est-à-dire souverains, qui ont leur propre souveraineté, pour que le peuple souverain puisse décider de son destin. Donc ça veut dire
une éducation qui fonctionne, et ça veut dire ensuite une nation libre, qui ne s'enferme pas dans des traités qui sont antidémocratiques. Il y avait tout ça dans mon engagement. Et quand je voyais qu'on se faisait traiter de nationaux républicains par le monde, qu'on se faisait traiter de xénophobes, de fascistes, pourquoi? Parce que on disait que l'indépendance totale de la Banque Centrale Européenne était une aberration. Mais tout le monde est venu sur cette idée depuis. Quand on disait que le traité de Maastricht était mal goupillé et que ça, justement, c'était antidémocratique, tout le monde en convient aujourd'hui, on le sait. Bon, mais à l'époque, c'était être fasciste que dire ça. Et puis alors, parler de la patrie et de la nation, attention. Alors, il y a eu le 21 avril, le lendemain, ils étaient tous avec le drapeau français en train de défiler. C'était quand même absolument d'une hypocrisie. Philippe Muret a appelé ça la shame pride, c'est-à-dire le summum du ridicule, et en effet, c'était ça. Vous êtes toujours dans cette familiarité intellectuelle et politique, ou vous avez un peu évolué? Alors, j'ai pu évoluer sur certaines nuances, dans le sens où, oui, d'ailleurs, heureusement qu'on évolue, hein, heureusement qu'on apprend. J'ai toujours exactement ces convictions-là sur tous les points que je viens de vous citer. J'avais déjà à l'époque une sensibilité, on va dire, écologiste au sens large. C'est-à-dire que moi j'arrivais au mouvement des citoyens, mouvement gauche industrialiste la plus classique, avec des discours sur, à l'époque je me souviens, c'était là, il y avait eu la crise de la vache folle, il y avait des inquiétudes de plus en plus grandes sur le modèle agricole qu'on employait, etc. Ça, je trouvais ça fondamental. Je leur disais, il faut s'intéresser à ça. Je leur citais la très belle métaphore de George Steiner sur le château de Barbe-Bleue. On ouvre des portes, on ne sait jamais ce qu'on va découvrir. À force de ne pas avoir de limites, à force d'aller chercher toujours un peu plus loin, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, et ça peut déboucher sur des drames. Et il est nécessaire, depuis, j'ai lu Cornelius Castoriadis, et j'ai en tête cette phrase de Cornelius Castoriadis: on mesure le degré de civilisation d'une société à sa capacité à se donner des limites. Je crois qu'il y a des limites en matière de manipulation du vivant, et qu'il est absolument nécessaire de réfléchir à cela. De même, il y a des limites aux ressources de la planète, et le capitalisme tel qu'il est et la croissance telle qu'elle est aujourd'hui ont été pensés dans un monde sans limite. Donc c'est une aberration. Voilà, donc j'ai pu évoluer sur ces questions-là. De même que j'ai évolué sur autre chose, je dirais que je suis aujourd'hui une espèce très très rare. Je suis souverainiste girondine, et non plus souverainiste jacobine. C'est-à-dire que j'ai rencontré la France dans son aspect le plus charnel, et que j'ai compris que la République que j'aime, elle s'appuie aussi sur une géographie, et pas seulement sur une histoire et sur une pensée politique. C'est parce qu'il y a des paysages, c'est parce qu'il y a des lumières que ce pays est tel qu'il est, et que tous les pays autour sont tels qu'ils sont. Je vais vous dire, je crois presque à la théorie des climats de Montesquieu, c'est-à-dire au fait que la lumière, le climat, les paysages nous façonnent. Mais c'est pour ça que je crois au véritable droit du sol. C'est-à-dire que je pense qu'un homme, quand il arrive quelque part, s'il comprend où il est, s'il comprend la lumière, s'il comprend les paysages et donc les modes de vie et donc l'organisation, il peut s'intégrer partout. Mais il faut comprendre où l'on est. Il faut être ouvert à l'autre. Il ne faut pas arriver avec son droit du sens, c'est-à-dire son histoire, sa légitimité. Il faut comprendre la logique des éléments autour de soi. L'obligation des limites, est-ce que vous diriez que c'est une forme de noble principe de précaution? Oui, alors l'expression principe de précaution, elle est très abîmée aujourd'hui parce qu'elle est tiraillée entre l'instrumentalisation de ceux qui l'utilisent de façon excessive, ceux qui au contraire y voient une entrave épouvantable. Oui, moi j'ai tendance à penser tout de même qu'on appelle ça principe de précaution ou pas. Je pense que nous ne sommes que des passeurs. Nous sommes dépositaires de quelque chose d'extraordinaire qui est le sol, la nature, le monde tel qu'il est. Ça n'est pas infini, nous sommes en train de le détruire à une vitesse vertigineuse. Un seul chiffre, nous recouvrons en France, de goudron l'équivalent d'un stade de foot toutes les 5 minutes. Voilà. Des terres arables, les meilleures. On nous explique que l'humanité va augmenter de façon indéfinie.
Avec quoi on prétend les nourrir si la France est en train de détruire ses meilleures terres? Nous sommes totalement irresponsables. Ce sera une richesse. La Chine rachète des terres arables partout en Afrique et nous sommes en train de détruire tout ça alors que nous avons la chance d'être dans un lieu, c'est un hasard géographique, hein, la France est un lieu où il y a une richesse de terre, une richesse agricole absolument fabuleuse. Et je vais vous dire une chose, je pense que la grandeur de la France s'est faite grâce à l'agriculture. Pourquoi la puissance de la France, la puissance militaire de la France, d'où venait-elle? Du fait que la France avait de quoi nourrir ses armées. Et c'est ça qui en a fait un pays puissant. Nous sommes en train de détruire ça. Nous sommes en train de polluer nos sols. 80% de nos cours d'eau sont pollués aujourd'hui, mais je ne comprends même pas comment on peut ne pas être affolé par ces chiffres. Voilà. Alors évidemment, ça nécessite de repenser totalement le système économique parce que le goudronnage des terres arables, il est dû à quoi? Il est dû à l'extension indéfinie des grandes surfaces qui sont en train de tuer les réseaux de petits commerces et donc la sociabilité. Il faut se promener un petit peu. Là aussi, je suis effarée de voir qu'on a aujourd'hui des élites qui sont concentrés à Paris, qui ne sortent jamais dans certains lieux. Mais allez vous promener dans le Tarn, dans le Lot, qui sont des lieux d'une beauté époustouflante, mais où il y a des petits villages en train de crever. Voilà. Vous vous promenez dans des villages, il y a des maisons à vendre, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien, on a tout détruit et on continue à construire des grandes surfaces qui enrichissent donc quelques personnes et qui sont en train de détruire toute la vie, tout ce qui faisait la beauté de ce pays. Voilà. Et en plus d'en dire les environs, parce que là aussi il y aurait un combat à mener pour la beauté. Voilà. Donc je pense qu'il faut repenser totalement le système économique. C'est pas une question de principe de précaution, c'est pas ça. C'est tout simplement un principe de bon sens et de compréhension de ce qui fait la beauté de la vie. Les liens de sociabilité qui sont liés au fait que l'on va se nourrir avec quelque chose qui a été produit pas très loin, qui a été produit de façon correcte, selon des modes de vie, des modes d'agriculture qui ont été transmis, que l'on connaît, et qui ensuite vont permettre de créer une vie sociale, parce que l'agriculteur, il a besoin de faire réparer son tracteur, que ça va créer des emplois autour. C'est tout un tissu qui se crée, c'est ça qui fait la beauté d'un pays. Voilà. C'est pas une espèce de croissance abstraite où on va créer... Regardez, la commission Attali, voulue par Nicolas Sarkozy, dont le rapporteur était Emmanuel Macron, avait prescrit, entre autres, alors des dizaines de choses dont Jacques Attali se plaint aujourd'hui, qu'elles n'aient pas été appliquées et que donc on n'a pas libéré la croissance comme il le pensait. Il y a une chose qu'on a faite dans cette commission Attali, il y a une chose qui a été autorisée, c'est l'ouverture des grandes surfaces dans les centres-villes. Ça a tué les dernières épiceries qui restaient. Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez des Carrefour Market, des Daily Market, des machins, des trucs, des Limonop et tout. Il n'y a plus un seul petit épicier. C'est ça qu'on veut, c'est-à-dire une société d'emplois précaires, parce que ça crée des emplois précaires. Ça a détruit des emplois pérennes de gens indépendants pour créer des emplois qui sont en général des emplois assez frustrants, avec des horaires absolument épouvantables, qui créent ensuite des problématiques sociales terribles parce que les gens qui sont dans ces emplois à horaires décalés, précaires, ont des problèmes de garde d'enfants, les conséquences sont incalculables. Comment on tient compte du coût de tout ça derrière? Alors on vient nous expliquer, ah oui, mais on a libéré la croissance, on a créé de l'emploi. Non, on a détruit derrière des dizaines d'emplois et on a détruit des vies et donc on coûte cher à la société parce que derrière il faut payer la remédiation scolaire du môme qui n'a plus ses parents pour s'occuper de lui parce qu'ils sont en horaire décalé, il faut payer ensuite le chômage de tous ceux qui vont être jetés dès qu'il y aura une récession, etc. Voilà. Donc je crois qu'il faudrait tenir compte de tout ça. Comment êtes-vous parvenu à concilier la citoyenne engagée que vous êtes et la journaliste qui cherche à être honnête et objective si l'adjectif a du sens? Comment faites-vous? Et moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, je suis arrivée, donc j'ai démissionné j'ai cessé mes activités politiques, je suis partie du pôle républicain, je me suis tournée vers donc mes premiers amours, le journalisme. Et là, je suis allée naturellement vers le journal qui, on va dire, coïncidait le plus avec mes convictions, à savoir Marianne. Je suis arrivée là, à la tête de Marianne, il y avait Jean-François Kahn, qui est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème à concilier tout ça. Il a toujours estimé, et j'estime avec lui, que, surtout dans la tradition française, il y a une conception du journalisme qui est le journalisme d'opinion,
C'est-à-dire que, tout simplement, c'est une forme d'honnêteté pour moi. Le journaliste qui vous prétend qu'il est objectif, c'est un escroc. Nous ne sommes pas objectifs, nous ne pouvons pas l'être. Personne n'est objectif. À partir du moment où on raconte un fait, on le raconte en choisissant les mots, et donc il y a une médiatisation, c'est le principe. La question est celle de l'honnêteté intellectuelle. J'essaye au maximum d'être honnête quand j'observe des faits et quand j'en rends compte. Mais j'ai des valeurs, j'ai des convictions. Oui, je crois en une certaine idée de la République, bien sûr. Et n'importe quel journaliste a des valeurs. Alors, le problème, c'est que évidemment, on se drape dans cette espèce d'objectivité et dans la tarte à la crème du journalisme à l'anglo-saxonne pour cacher qu'on est un idéologue pur. Parce que, en général, les journalistes qui vous affirment le plus fortement qu'ils sont des journalistes objectifs, qui ne se fondent que sur les faits, ce sont les pires idéologues qui soient. Et d'ailleurs, moi, je pense toujours à la phrase de Churchill qui disait « Je ne crois qu'en les statistiques que j'ai moi-même bidouillées ». Voilà. Bon, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Je l'ai vu en tant que journaliste éducation sur les chiffres du niveau. Quand je suis arrivée comme jeune journaliste éducation, donc dans les années 2002-2003, le département du ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelait département de la prospective et de l'évaluation, expliquait que le niveau montait. C'était formidable, hein. Tous les chiffres montraient que ça allait très très bien. C'était curieux, moi j'avais été prof, je suis allée interroger des profs, des parents d'élèves, etc. Et tous me disaient mais c'est catastrophique, enfin bon, voilà. Il y avait à l'époque l'association Sauver les lettres qui s'était constituée, qui faisait passer des dictées et qui montrait bien qu'il y avait un problème au moins sur la maîtrise de la langue et pas l'orthographe usuelle, parce que on dit toujours c'est la science des imbéciles, ça n'a aucun intérêt. Non, non, pas l'orthographe usuelle. Quand vous voyez des jeunes bacheliers qui vous écrivent le pluriel des noms communs en ENT, c'est plus un problème d'orthographe, c'est un problème de pensée. C'est un problème de maîtrise du monde. Quand on ne sait plus distinguer les objets des actions, c'est très grave. Bon, on nous disait que non, ça allait très bien, tout ça, c'était une illusion. Il a fallu les enquêtes internationales PISA pour qu'on accepte de regarder les choses en face. Donc les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Il y en a certains qui sont justes, mais il faut les manier avec précaution et en tout cas, les chiffres ne rendront jamais compte de la réalité. La réalité, elle est humaine, elle nécessite d'aller voir les gens avec un peu d'empathie, d'aller dans les endroits où les journalistes ne vont pas, de regarder autour de soi et d'essayer de rendre compte de cette réalité avec le maximum d'honnêteté et surtout, je crois, le pluralisme, c'est quelque chose de global dans la presse. Qu'il y ait des journaux engagés dans différents domaines, dans différentes voies, c'est normal et ça a toujours existé en France. Ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait des journaux qui représentent toutes les opinions. Ce qui est très grave, c'est quand toute la presse dit la même chose. Et en plus, sous couvert d'honnêteté intellectuelle, d'objectivité. Mais regardez le traité constitutionnel de 2005. 95% des éditorialistes faisaient campagne ouvertement pour le oui, alors que le peuple a voté majoritairement pour le non, 55%. Et plus on descendait dans les catégories sociales qui sont les perdants de la mondialisation, et plus ça votait non. Moi, j'appelle ça un naufrage médiatique. Il y a un moment où il faut se poser quelques questions. Vous voyez, et là, tout simplement, nous avons fondé le comité Orwell exactement pour ça. Voilà. Le comité Orwell, c'est Jean-Michel Quatrepoint, qui est un journaliste absolument formidable, qui a eu l'idée de ça, on en a discuté, voilà. On s'est réunis à quelques journalistes, et on a eu l'idée de fonder cela pour défendre le pluralisme. Ça veut dire quoi, le pluralisme? Ça veut dire la possibilité dans les médias de faire émerger une pensée alternative sans être immédiatement renvoyé dans les sphères fascistes, malpensants, etc. Ça veut dire une capacité à penser différemment. Nous avons notre propre subjectivité, évidemment. Encore une fois, on l'a tous, et au sein du comité Orwell comme ailleurs. Mais on va essayer de faire émerger une autre façon de penser les problèmes qui sont présents dans nos journaux, dans notre voilà, et en particulier les problèmes économiques. C'est pas seulement les problèmes de société, c'est les problèmes économiques. J'avais en effet l'impression, depuis quelques années, en vous écoutant, notamment dans les débats politiques, que vous étiez beaucoup plus passionné par la volonté d'imposer le pluralisme de l'opinion que par l'affirmation de votre propre conviction
et vous venez de me le confirmer en quelque sorte. Est-ce que plus généralement, c'est un peu ce que vous percevez de la liberté d'expression en France? Comment la jugez-vous? En déclin ou en progrès? C'est une question compliquée parce que quand on... Enfin, il faut se replacer dans ce que c'était dans les années 2000. Deuxième moitié des années 90 et années 2000, où là, il y avait une espèce de chape de plomb absolument étouffante. Sur les questions d'éducation, je vous l'ai dit, c'était impossible de dire que le niveau baissait, on se faisait traiter immédiatement de tous les noms, mais c'était vrai dans tous les domaines. Je pense qu'il y a un ouvrage qui a fait bouger les choses, celui de Philippe Cohen et Pierre Péan, La face cachée du monde, qui a cassé cette espèce d'aura du monde, le monde de Colombani, Plenel et Minck, qui était le journal de référence. Il faut se souvenir de ce que ça a été. Moi, je me souviens, là encore, c'est sur les questions d'éducation, mais quand François Fillon est devenu ministre de l'Éducation nationale, donc on doit être à la rentrée 2004, je pense. M6 faisait son émission, le pensionnat de Sarlat, assez idiote, où on mettait des gamins dans une école qui fonctionnait à la façon des années 50, et François Fillon a eu l'idée, allez savoir pourquoi, de se faire photographier dans le Figaro Magazine, dans la classe du Grand Maulne, avec les craies, etc., machin. Ça s'appelle tendre des verges pour se faire battre. Et la une du Monde, façon journal de référence neutre, totalement neutre, c'était de M6 à François Fillon, la nostalgie d'un ordre scolaire disparu. Est-ce qu'il y a besoin vraiment d'avoir beaucoup de réflexion pour sentir que ordre scolaire égale ordre moral égale Vichy? Il y avait tout ça derrière. Mais on reste neutre, attention, on est le journal de référence. C'était totalement idéologique, bien sûr. Bon. Puis la nostalgie, c'est mal, bon, on a bien compris. Tout ça pour dire que la chape de plomb était absolument pesante. Il y a quelque chose qui s'est fissuré. Les médias se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'avoir des gens qui disent autre chose. Le deuxième épisode de cette fissuration, c'est évidemment le référendum sur le traité constitutionnel. Souvenez-vous de France Inter à l'époque. Jean-Marc Sylvestre, tous les matins, qui expliquait qu'on était évidemment fasciste, xénophobe, etc., si on ne votait pas oui. Bernard Guetta, même chose, etc., ils y allaient tous, et tout. Et puis, tollé quand ils se sont aperçus que les auditeurs de France Inter, comme le reste de la population française, votaient plutôt non. Ils se mettaient à hurler en entendant ça. Donc après la victoire du non, ils ont introduit du pluralisme. C'était quoi le pluralisme? Il y avait toujours Jean-Marc Sylvestre toute la semaine, mais le vendredi, il était en débat avec Bernard Maris. Ça, c'est du pluralisme. Mais cela dit, tout est bon à prendre, hein. Même une demi-journée par semaine, c'était pas mal. Mais ça veut dire que, tout à coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait plus fonctionner comme ça. Ça ne marchait pas. Donc, ils ont introduit petit à petit des pensées différentes. Moi, je suis bénéficiaire de ça, il faut être très honnête. Je suis bénéficiaire de deux choses. De la parité et de la nécessité d'avoir une parole autre dans les médias. J'ai décidé de saisir l'occasion et de faire entendre cette voix différente, du mieux que je peux. Je ne sais pas si je le fais, mais du mieux que je peux en tout cas. Mais le fait d'avoir fait entendre cette parole différente ne veut pas dire que les paroles différentes ne sont pas diabolisées. Elles le sont. Et elles le sont même d'autant plus que tous les tenants de l'unanimisme sentent bien que leur modèle se fissure de plus en plus. Plus ils se prennent le réel dans la figure, plus ils sont démentis, et plus ils deviennent, virulents dans leur façon de ne pas accepter le pluralisme. Moi, je l'ai vu à chaque fois que j'ai été accueillie dans un média différent. Oui, je suis accueillie, je ne vais pas me plaindre, hein, je fais partie des gens qui sont à peu près partout, j'ai une voix en radio, en presse écrite, en télé, ça, il n'y a aucun problème. En revanche, à chaque fois, il y a des gens qui sont des grands tenants de la démocratie, etc., qui expliquent que c'est honteux que j'ai la parole, que c'est monstrueux, ces réacs qui sont partout, ils sont tellement partout qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Voilà. Et surtout, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, ça ne me dérange pas d'avoir en face de moi des gens qui ne pensent pas comme moi. C'est même le principe, c'est le but du jeu, on peut discuter. Alors qu'il y a encore des gens qui conçoivent, et il y en a beaucoup en France, qui conçoivent le débat politique en fait comme les guerres de religion. On n'est pas sorti des guerres de religion, c'est-à-dire en gros, le camp d'en face est habité par le mal.
Donc il doit être détruit, il est hérétique. Voilà. Tant qu'on en sera là, les fractures vont se creuser en France. Et je crois que c'est... Moi, honnêtement, ce qui m'anime, c'est ça, c'est la peur. Je vais vous dire un truc. J'ai des enfants. Je ne veux pas qu'ils grandissent dans un monde de haine. Dans un monde où on jette l'anathème sur les uns les autres, où on est capable de faire preuve soit de racisme d'un côté, soit de détestation de celui qui ose dire que, attention, peut-être l'immigration peut poser problème. Voilà, je ne veux pas. Je veux qu'on puisse débattre des problèmes et je veux surtout que mes enfants fassent partie d'un peuple, d'une nation, d'un peuple républicain qui se choisit son destin. Peut-être qu'ils seront minoritaires, voilà, parce que c'est le jeu de la démocratie, mais qu'au moins on débatte et qu'on choisisse en commun. Avant d'aborder un petit peu votre parcours médiatique, il paraît que vous étiez une adolescente de votre propre aveu un peu coincée, mais que les livres ont été une compensation totale et formidable. Est-ce que ça ne vient pas de là, cette sensation que j'éprouve en vous voyant questionner les gens? Vous ne tombez jamais dans la dérision. Vous êtes toujours dans une forme de sérieux et de gravité, et j'ai beaucoup aimé ça et je continue à l'aimer. Est-ce que ça vient de cette adolescence à la fois peut-être mal dans sa peau et passionnée par les choses sérieuses, la lecture? J'ai l'impression que l'adulte que vous êtes aujourd'hui n'est pas très éloigné, en ayant mis du rose sur tout cela, de cette attitude initiale. Je crois qu'on ne se sort jamais totalement de ce qu'on a été. Simplement, j'aime beaucoup l'ironie, j'aime beaucoup l'humour. Je trouve qu'il faut savoir rire des choses. Je déteste la dérision. Voilà, ce sont deux choses différentes. Quand je fais ma revue de presse le matin, il m'arrive d'abord d'aimer les choses un peu fantaisistes, les articles totalement délirants, les trucs absurdes. J'ai été éduquée aussi dans l'amour de l'humour absurde. Vous voyez, de Gottlieb, de Desproges, tout ce qui peut être la fantaisie, les charades à tiroir, les contrepétries, les trucs que plus personne ne connaît ni ne fait, mais bon. Et je trouve ça très important de ne pas sombrer dans la noirceur. Mais les choses sont importantes. Moi, je ne vais pas à la télévision juste parce que c'est la fête qu'on s'amuse et puis que tout ça n'est pas très grave. Non. J'ai l'impression d'avoir tout de même une mission, d'avoir un devoir à accomplir. J'ai la chance d'avoir la parole. J'ai vu dans ma vie, et en particulier quand j'ai fait cette campagne législative, et maintenant quand je me promène un peu partout en France, j'ai vu des gens qui n'ont pas la parole, qui passent leur temps à avoir l'impression qu'on les méprise, qu'on ne les écoute pas. Donc quand je suis sur un plateau de télévision, eh bien, j'ai une pensée pour ces gens-là. Et je me dis que moi, j'ai la chance de pouvoir être entendue, sans être totalement le porte-parole de ces gens-là. Je ne l'ai jamais complètement, je suis le porte-parole de mes propres idées, de mes propres convictions, mais je ne suis pas là pour me marrer, je ne suis pas là pour faire ma propre promotion. Et la société du spectacle, ça m'ennuie profondément, premièrement, et deuxièmement, je trouve ça pas très ragoûtant. Voilà. Vous avez, Natacha Polony, parlé de votre manière d'éduquer vos enfants en disant que vous étiez à la fois stricte et fusionnelle. Est-ce qu'au fond, ça n'est pas un petit peu votre manière de questionner? Vous êtes très proche des gens, toujours dans la courtoisie, mais en même temps strict, c'est-à-dire que vous ne laissez rien passer et vous allez au fond des choses. Est-ce que là aussi on ne retrouve pas une démarche plus intime sur le plan médiatique? Sans doute, pour une raison assez simple, c'est que je crois beaucoup à l'empathie. Si je fais ce que je fais, c'est parce que je crois que rien d'humain ne m'est étranger et que j'ai un profond amour de l'humanité. Je lisais ce matin dans Libération un texte absolument bouleversant d'un écrivain américain qui racontait justement ce qu'est l'empathie, c'est-à-dire ce moment où il a vu sur Internet la vidéo d'Ahmed Berabet, ce policier qui a été tué par les frères Kouachi alors qu'il demandait grâce. Il était allongé par terre. Cet écrivain racontait à quel point il a été bouleversé par ce geste, par l'image. Il a coupé avant, évidemment, avant l'assassinat, parce que ça aurait été insupportable. Et, pour ma part, je ne suis même pas allée regarder la vidéo. Je ne pourrais pas. Mais
L'empathie, c'est ça. Un inconnu subit une souffrance, et quelle qu'elle soit, mais on doit être ému, on doit être révolté. Que ce soit un enfant martyrisé quelque part, que ce soit un migrant en train de mourir en Méditerranée, évidemment qu'on doit se sentir humain à ce moment-là. Et on se sent d'autant plus humain sans doute que l'on a des gens qu'on aime, en particulier des enfants qu'on a mis au monde, et on se dit qu'on est responsable du monde dans lequel on les a mis. Moi, je suis obsédée par la question de la responsabilité. C'est trop facile de se dire que, bon, après moi le déluge, et je jouis, je me fais plaisir. Quand je serai mort, après tout, quelle importance? Non. Quand je serai morte, moi, il y aura des gens qui continueront à vivre, et ce monde-là, j'en ai hérité, et je le fais passer. Qu'est-ce que j'en aurais fait? Mais l'empathie ne suffit pas. L'empathie, l'émotion en tout cas, que provoque l'empathie ne suffit pas. Cette empathie, elle doit nous conduire à agir et à nous demander comment on va faire en sorte que tout ça n'arrive pas. C'est pour ça que je crois que le discours émotionnel porté par beaucoup de médias aujourd'hui n'est pas le bon. Je vois sur la question des migrants, par exemple, j'entendais hier encore au Grand Journal un acteur qui disait « oui, mais il faut être dans l'empathie, il faut aider ces gens, l'émotion, etc. » Et finalement, tous ceux qui disent qu'il faut agir dans les pays d'origine, ça ne sert à rien, il faut les aider ici. Mais si, ça sert. On n'est pas là justement pour se faire plaisir, à se dire qu'on est un type bien parce qu'on vient les aider directement en leur donnant à manger. Oui, bien sûr, d'accord, mais si on n'a rien fait pour que ça n'arrive pas, si on n'a rien fait pour que ces gens-là puissent vivre dans leur pays, correctement, décemment, avec les gens qu'ils aiment, mais on sert à quoi? Donc, l'empathie et l'émotion ne doivent pas abolir la raison. Et la raison, c'est celle qui nous permet de penser politiquement les choses. Non pas parce qu'il faut être dans un raisonnement froid et ne pas tenir compte des souffrances, mais au contraire parce qu'on tient compte des souffrances. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'humanitaire qui a remplacé la géopolitique, c'est un naufrage absolu. Et ça aboutit à ce que Bernard-Henri Lévy se fasse plaisir en allant sauver Misrata, sans comprendre qu'il a provoqué 10 fois plus de morts à travers l'horreur de ce qu'est la Libye aujourd'hui. Voilà. Il y a un moment où il faut se poser les questions de la responsabilité que l'on a. Et j'adorerais que certaines personnes, tout simplement, disent qu'ils se sont trompés. Ce serait très très bien. Vous cherchez à le traduire très modestement dans votre questionnement, dans la manière dont vous pratiquez, je dirais, l'univers médiatique. Oui, alors il se trouve que je me suis retrouvée dans des positions où j'étais à interroger des gens, mais toujours une interrogation que je conçois dans le débat. L'interrogation purement journalistique du genre et alors vous êtes pour ou contre, machin a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes pour ou contre? Moi, ça ne me satisfait pas. J'ai besoin d'aller au bout des idées, de forcer les gens à assumer les conséquences de ce qu'ils disent. J'ai besoin d'être dans la confrontation d'idées. Justement parce que il me semble que mon rôle est là. C'est de les mettre en face des conséquences de ce qu'ils prétendent vouloir. Je pense qu'on est beaucoup dans une société de posture. La communication en particulier a tué absolument non seulement la politique, mais tout. Je pense que si on faisait le bilan de ce qu'est la communication aujourd'hui, dans notre façon de consommer, dans notre façon de gérer absolument toutes les dimensions de la vie humaine, on verrait que c'est catastrophique. Et dans la politique, c'est pire que tout. Donc ça a tué toute possibilité pour un homme politique de défendre des convictions. Moi, j'ai vu défiler devant moi des hommes politiques qui ne croient en rien, qui n'ont pas de tripes, qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui n'ont aucune culture ni aucun recul leur permettant de penser leur action dans la continuité de ce qui a été fait. Eh bien, je trouve ça absolument consternant. Voilà. Et j'espère que ça va. Je rêve de rencontrer des hommes politiques qui soient un peu structurés, parce que c'est la seule condition pour qu'ils aient une vision à nous proposer. Vous avez été à Marianne, vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites la revue de presse sur Europe 1, vous avez passé 3 ans avec Laurent Ruquier, 1 an au Grand Journal. Pardon de cette question un peu brutale, les 2 dernières expériences que je viens d'évoquer,
Est-ce que c'est du masochisme de votre part ou bien est-ce que vous êtes tellement curieuse de l'inconnu que vous dites oui à tout? D'abord, je crois au terme de mission dans le sens où, vous voyez, je pense que, je crois profondément à ce que je dis, j'ai des convictions et je les défends. Donc quand on m'offre la possibilité d'aller les défendre à un endroit où elles seront un tant soit peu entendues, ne pas y aller, c'est de la désertion. Voilà. Même dans des émissions qui ne correspondent pas à ma vision du monde, à ma conception de la télévision, je me dis, s'il y a une personne qui m'entend, mais c'est déjà gagné, c'est déjà quelque chose. Exactement comme quand on est professeur dans une classe et qu'on sait que malheureusement on arrive trop tard, des élèves n'ont pas été suffisamment bien formés, donc on voudrait leur donner plus mais on ne peut pas. Mais on se dit, mais s'il y en a 2-3 qu'on a accrochés, 2-3 qui vont se souvenir dans 10 ans de ce qu'ils ont fait là, mais c'est déjà immense. Ben là c'est pareil. Donc je me dis, mais si je n'y vais pas, qui ira à ma place ? Quelqu'un qui fera entendre un discours lénifiant, comme il y en a tant d'autres. Donc bon, j'essaye. Ça marche pas à tous les coups, hein. Il y a des fois où on se plante. Oui, je me suis plantée des fois. Je comprends comment fonctionne le monde médiatique et je sais qu'on ne change pas le système de l'intérieur. Vous l'avez vécu parfois comme une ascèse ou souvent comme un bienfait? Ça dépend pour qui. Moi, je suis capable de me rendre malade, de ne pas avoir réussi à faire passer une idée, de ne pas avoir posé la question que je trouvais essentielle. La manière dont vous avez été accueilli. Mais c'est pas seulement la manière dont j'ai été accueillie, c'est quand on est dans une structure qui est une structure extrêmement cadrée et qu'on essaye de faire exister quelque chose qui ne rentre pas dans ce cadre-là, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à chaque fois. Alors on essaye et encore une fois, passe des petites bribes. J'y serais pas allée si j'avais pas l'espoir d'avoir réussi à faire passer des petites bribes. Bien sûr, j'en ai fait passer. Honnêtement, je pense que je ne me suis pas reniée. Voilà. J'ai pas forcément réussi, mais je ne me suis pas reniée. Après, ça reste quelque chose d'extrêmement codifié. Maintenant, malheureusement, on arrive à la fin de cet entretien. Je voudrais revenir une minute sur l'éducation nationale. Est-ce que vous considéreriez que ma vision est catastrophique si je dis que aujourd'hui j'ai la sensation d'un immense délitement, c'est-à-dire je ne parle pas seulement de l'orthographe pour les enseignants et pour les élèves, je ne parle pas seulement du projet calamiteux du collège et de la réforme des programmes. Plus globalement, est-ce que vous êtes infiniment pessimiste ou est-ce que vous avez encore un peu d'espoir ? C'est une question compliquée parce que j'ai intitulé mon dernier livre sur l'école « Le pire est de plus en plus sûr ». Malheureusement, je suis très pessimiste, mais je m'interdis de l'être. Ou plutôt, j'ai grandi dans la passion pour Cyrano de Bergerac, donc on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Voilà. Et surtout, je crois que la grandeur est de continuer à se battre. Il faut arrêter de se demander si on va y arriver ou pas. Il y a des choses qui sont en train de se déliter. Oui, on est en train de perdre sur beaucoup de choses. Est-ce qu'on va arriver à un point de non-retour? C'est-à-dire, est-ce que les savoirs, et en particulier les savoirs de tous ces instituteurs qui avaient été formés correctement dans les écoles normales et qui savaient transmettre tout ça, est-ce que ça va disparaître? Oui, puisqu'ils sont partis à la retraite. Quand j'étais à l'IUFM, moi, en tant que jeune enseignante stagiaire, j'avais des formateurs qui me disaient « Mais rassurez-vous, tous ces vieux profs, avec leurs vieilles méthodes, ils vont arriver à la retraite et vous êtes l'avenir. » Il y a un côté garde rouge, hein, c'est la révolution culturelle. C'était fascinant de voir ça. Donc, malheureusement, il y a ce côté-là, mais je veux dire, il suffit en même temps, il y a un tel besoin, il y a de telles énergies. Il y a des gens individuellement qui ne demandent que ça, de s'y remettre. Et en particulier dans l'éducation nationale, il y a des tas de jeunes profs qui voient bien la catastrophe que c'est. Et j'en connais qui tout à coup se mettent à chercher, vont voir par exemple les manuels du GRIP, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les programmes, qui utilisent ces manuels et qui tout à coup s'aperçoivent que oui, mais ça marche, il y a moyen d'apprendre à lire à des gosses même de milieux défavorisés. Ça réussit, il y a moyen de leur apprendre à calculer. Donc rien n'est perdu puisqu'il y a des gens qui travaillent individuellement. Alors évidemment qu'on a l'impression de voir la chute de l'Empire romain et qu'on dit il n'y aura plus que quelques monastères qui conserveront le savoir. Oui, il y a un côté désespérant, mais il ne faut pas se laisser désespérer. Des énergies, il y en a plein. Moi j'étais il y a 2 semaines
au Salon du Livre de Saint-Cyr-sur-Loire, il y avait un nombre de gens qui venaient là pour lire, pour débattre, avec une ferveur absolument extraordinaire. Je faisais une dictée. 350 personnes sont venues un dimanche après-midi écouter un texte de Colette et essayer de savoir comment s'écrivaient les mots. C'est fabuleux. Il y a ça. Il y en a partout en France. Il suffit d'aller les voir, ces gens-là, de les fédérer, de leur parler, de les écouter. Voilà, c'est tout. Il faut se donner le mal. C'est pour ça que je suis girondine, encore une fois. C'est parce que les gens, ils sont partout. Et il faut fédérer ce mouvement citoyen pour redonner de l'espoir, tout simplement. Quand je vous entends, et tout au long, là, j'ai l'impression qu'il y a deux thèmes très importants dans votre caractère. J'ai cru sentir encore une légère blessure quand on vous reproche la désertion sur Épinay-sur-Seine. Vous dites que, de toute manière, vous dites oui souvent parce que vous ne voulez pas déserter, même si c'est difficile. Est-ce que ça n'est pas ce courage et cette envie d'être toujours présente et de ne pas être lâche? Est-ce que c'est pas un peu une colonne vertébrale chez vous? Alors, je vais vous dire un truc, je pense que je crois beaucoup, je crois que c'est Alain Finkielkraut que j'ai entendu dire ça et je crois beaucoup à cette phrase. La honte et la culpabilité sont les bases de la civilisation. Moi, j'ai été élevée dans le sentiment de culpabilité. Donc, j'ai des parents qui sont médecins, pas des grands médecins, non. Ils ont fait médecine parce que c'est un métier où on sert les autres. Voilà. Et donc, j'ai été éduquée dans cette idée-là et dans l'idée de la méritocratie républicaine. Voilà. Tu rends ce que tu as reçu. Et il faut être utile sur cette terre. C'est aussi pour ça que sans doute que j'aime tellement Saint-Exupéry, parce que dans son dernier livre, Citadelle, il y a des réflexions absolument sublimes sur ce que signifie échanger sa vie contre quelque chose qui la dépasse de beaucoup. Voilà. Donc oui, bien sûr que c'est une question de honte. Je suis surtout très fâchée. Je comprends qu'on puisse estimer que j'ai démissionné de l'éducation nationale et que, après tout, si j'étais restée là-bas... Oui, d'ailleurs, j'ai souvent eu la tentation d'y retourner, en tout cas pour aller donner des cours. C'est compliqué maintenant que la notoriété change le rapport, je pourrais plus. Mais ce que je n'aime pas, en revanche, ce sont les gens qui délégitiment les idées par ce biais-là. Par exemple, le nombre de profs versés dans les pédagogies modernes qui disent « ça ne vaut rien, elle se prétend spécialiste de l'éducation, elle n'a enseigné qu'un an à Épinay-sur-Seine ». D'abord, j'ai enseigné ensuite 9 ans à la fac Léonard de Vinci, où j'avais des élèves qui sortaient du bac, donc je sais ce que c'est que des élèves, je sais ce que c'est que tenir une classe, et surtout je connais leur niveau. Je sais qu'on peut laisser arriver des élèves au baccalauréat général alors qu'ils sont incapables d'aligner 2 mots en français et qu'ils expliquent que, je cite une copie, « Hitler était méchant et tuait tous ceux qui n'étaient pas blonds aux yeux bleus, entre parenthèses, d'où le nom de race aérienne ». Donc quand on en est là, on ne donne pas de leçons. Mais bon, donc, oui, ça m'énerve, parce que je trouve ça injuste et surtout parce que ma légitimité comme spécialiste de l'éducation, si tant est qu'on puisse le dire, elle vient de 10 ans de journalisme surtout. C'est une légitimité. Je veux bien qu'on déteste les journalistes, je veux bien qu'on considère qu'ils font pas leur boulot, mais enfin tout de même, j'ai passé 10 ans à aller interroger des pédagogues, des professeurs, des parents, etc. Donc, bon voilà. En fait, ce que je n'aime pas, c'est l'injustice, tout simplement. Je n'aime pas l'injustice, d'où qu'elle vienne, et sur quelque point que ce soit. Et je n'aime pas cette façon qu'on a de diaboliser et de délégitimer l'adversaire. Moi, quand je débat avec quelqu'un, je débat argument contre argument. Vous voyez, j'ai un côté mousquetaire. On sort la lame, on y va, c'est un duel, voilà, à la loyale. Mais le côté, le coup en dessous de la ceinture, etc., pour montrer que l'autre n'a pas à parler, ça tue le débat, donc ça tue la démocratie. Enfin, Natacha Polony, vous êtes une personnalité connue, reconnue. Vous êtes discrète sur votre vie personnelle et familiale, mais on la connaît un peu. Vous avez un mari qui lui-même est connu dans un autre domaine. Je sais qu'il souhaite que vos enfants mangent bio. Vous avez une influence intellectuelle certaine. Vous intervenez souvent et vous devenez une forme de... vous n'aimerez pas le terme de référence médiatique intellectuelle parce que il me semble que vous ne vous contentez pas d'éviter que le monde se défasse selon la formule de Camus, mais vous tentez de proposer des pistes. Globalement, si je mets ensemble la femme, l'intellectuelle, la professionnelle,
l'amabilité que vous avez manifestée, la pertinence de vos réponses. Diriez-vous que le bonheur est sur vous comme une évidence aujourd'hui? Le bonheur, on va dire que c'est un bénéfice secondaire. Si on commence à poursuivre le bonheur, c'est pourtant l'un des éléments de la Constitution américaine, hein. Vie, liberté et poursuite du bonheur. Moi, j'ai tendance à penser que ça ne doit pas être un but. Le but, c'est d'essayer d'avoir été utile, c'est d'essayer de trouver un sens, encore une fois, d'échanger sa vie contre quelque chose qui la dépasse, parce qu'il n'y a rien de pire que l'éphémère. C'est d'essayer de préserver un peu la beauté de ce monde, les moments extraordinaires qu'on peut y partager avec des gens qu'on aime. Mon plus grand bonheur dans l'existence, c'est un bon repas avec des bons vins, c'est-à-dire la pensée de tous ces gens qui se sont donné du mal pour nous donner du plaisir. C'est tous ces vignerons qui ont cultivé cette vigne, et quand le vin est un peu vieux, on sait qu'ils ont cultivé cette vigne en se disant qu'eux-mêmes ne boiraient pas le vin. Ils l'ont transmis à ceux qui viendraient après. Et nous, quand nous le buvons, nous nous demandons ce qui s'était passé cette année-là, qui étaient ces gens. Voilà. C'est-à-dire que nous communions avec eux. Nous ne sommes pas seuls avec notre petite existence. Il n'y a rien de pire que ce nombrilisme absolument sans intérêt. Nous sommes des êtres humains et nous communions avec les autres êtres humains. Et je ne crois pas à une transcendance, je crois à l'immanence. Et l'immanence, elle passe par là. Donc si je peux préserver ça, si je peux faire en sorte que d'autres y accèdent et trouvent eux aussi un sens à leur existence, alors il me semble que j'aurais été un tout petit peu utile. Si en plus ça m'a rendue heureuse, tant mieux. Merci beaucoup, Natacha Polony. Merci beaucoup à vous.